Ok, donc bonjour à tout le monde. Je vous remercie d'être avec nous ce matin et je suis très ravi d'accueillir dans ce séminaire que j'ai appelé, ça fait un an déjà, les rencontres d'Al-Mukhatabat, la revue Al-Mukhatabat, et qui est un espace d'échange, de communication entre chercheurs et qui reste bien sûr fidèle à l'esprit de la revue, qui se résume en deux mots, un petit peu sortir des frontières, des barrières idéologiques et aller, ou politiques, linguistiques, etc., aller vers quelque chose, un espace de communication, de recherche commun et essayer un petit peu d'être autour de la même table pour discuter, échanger, écouter les uns les autres et bien sûr approfondir nos expériences individuelles et donner aussi l'opportunité à des jeunes chercheurs surtout au Maghreb, dans les pays arabes, tous les pays du monde, à se former, à avoir des éclairages intéressants sur les questions un peu fondamentales de la connaissance, du savoir, et, et voilà, et essayer aussi de les aider à avancer sur leurs recherches propres et développer leur propre chemin dans le domaine de la recherche. Donc ce matin, j'ai le plaisir, vraiment, je suis très ravi d'accueillir Madame Hedia Abdelkafi, qui est professeure émérite à l'université Tunis El Mana et qui travaille dans le domaine de la littérature contemporaine euh, et bien sûr, mais qui est très curieuse, très ouverte sur les autres disciplines et notamment la philosophie. Et donc, elle va nous parler ce matin pendant 45 minutes d'un sujet très intéressant qui s'intitule La dimension épistémique de la littérature. Donc ensuite, on aura la chance de lui poser quelques petites questions et de faire un échange très fructueux autour de sa conférence. Voilà, Hedia, c'est à toi la parole. Et encore une fois, merci. Bien, bonjour chers collègues, chers amis. Je suis vraiment ravie. Merci beaucoup Hamdi d'abord pour l'invitation. Je suis vraiment honorée. J'ai beaucoup de plaisir déjà à travailler, à collaborer avec toi. Et là, ça continue. Félicitations pour l'immense travail que tu déploies avec Mohatabet. Et là, quand tu m'as invité, je me suis dit, quel honneur. Bon, je vais vous entretenir d'une question qui est à la fois dans mes cordes, très modestement, et pas trop. Pourquoi? Parce que je ne suis pas de formation philosophe, comme je vais vous le préciser tout à l'heure. Donc, un grand merci d'abord à toi, Hamdi. Et déjà, un grand merci pour m'avoir suggéré cet intitulé, La dimension épistémique de la littérature. En fait, je vais me concentrer sur un aspect spécifique du savoir qui est la littérature qui est essentielle, de mon point de vue, pour comprendre comment nous pensons, comment nous créons et comment nous interprétons. Ce sujet me passionne. Il m'a passionné et il continue de me passionner et j'espère que les échanges avec vous, chers collègues, chers amis, seront des plus fructueux pour nous tous. Je précise donc, comme je l'avais déjà dit, que je ne suis pas, je reprécise tout de suite que je ne suis pas philosophe, mais ma formation littéraire m'a amené à explorer des questions philosophiques très variées. Au cours de ma carrière, il m'a été donné d'aborder des questions telles que le stoïcisme, l'épicurisme, le scepticisme, le nihilisme et bien d'autres courants, bien d'autres concepts. Et ces doctrines ont nourri mes recherches sur la littérature française moderne et postmoderne, qui, selon moi, est un lieu de réflexion sur la connaissance et la vérité. Actuellement, je m'intéresse de plus en plus à des problématiques relevant de ce qu'on appelle la postmodernité, telles que l'esthétique de la fragmentation et de la déconstruction, les nouvelles façons de penser l'identité et la société, la mise en question des hiérarchies et des normes, la culture de la consommation et la société médiatique. Donc, tout cela se manifeste bien évidemment, toutes ces problématiques se manifestent dans des domaines variés. Et vous en conviendrez, notre période, la période actuelle dans laquelle nous essayons quand même de nous situer, cette période qui suit la modernité, elle a rendu la question du savoir encore plus complexe et elle nous pousse constamment à reconsidérer la nature des savoirs, comment ils sont produits et comment nous les approprions.
Euh, Revenons maintenant à notre sujet, la dimension épistémique de la littérature. Comment vais-je aborder cette question? Une question bien complexe. Voici les grandes lignes de mon exposé. Je commencerai par analyser les premières formes littéraires de l'Antiquité. Pour cela, je pointerai les caractéristiques essentielles de la littérature et les différents types de savoir qu'elle transmettent. Euh, Dans un second temps, j'examinerai l'évolution de la littérature française. J'essaierai de montrer comment les œuvres littéraires ont accompagné l'essor du savoir au fil des siècles et comment ces œuvres ont parfois réagi de manière critique à ces évolutions. Enfin, je me pencherai sur le phénomène de la littérature qui s'éloigne du savoir structuré, la littérature dénuée d'épistémie, c'est comme ça que je l'ai intitulé. Il s'agira alors d'explorer l'émergence de l'esthétique de l'absurde et l'indifférence au savoir dans certaines œuvres littéraires contemporaines. Avant tout, il me semble important de clarifier un terme clé de mon sujet, à savoir l'épistémologie. Ce mot est apparu au XIXe siècle, mais vous vous en doutez, la réflexion sur le savoir existe depuis l'Antiquité. Le terme vient du grec épistémé, connaissance, logos, discours ou étude. L'épistémologie est donc l'étude du savoir, de sa nature, de sa validité et de ses limites. Alors, pour mieux comprendre ce champ sémantique, il faut faire quelques distinctions au niveau méta. L'épistémie, par exemple, c'est un terme utilisé par Foucault qui désigne les paradigmes ou les règles qui organisent le savoir à une époque donnée ou au sein d'une culture. En revanche, l'épistémologie, c'est la science qui va s'intéresser à la nature, aux limites et aux conditions même de la connaissance. À côté de cela, on parle aussi de cognition. La cognition fait référence aux processus mentaux par lesquels un individu acquiert, organise et utilise ses connaissances. Enfin, la gnoséologie, qui est une forme un peu plus large et plus métaphysique de la philosophie de la connaissance, la gnoséologie cherche à comprendre l'origine et la nature du savoir en général. Précisons-le tout de suite, c'est l'épistémie correspondant à une époque historique donnée qui occupera notre réflexion dans cet exposé. Alors maintenant que nous avons clarifié ces concepts, avançons. La question du savoir remonte à la philosophie grecque. Socrate, avec sa méthode maïeutique, cherchait à aider ses interlocuteurs à mieux comprendre leurs croyances. Platon, quant à lui, distingue le savoir véritable, stable et infaillible des simples opinions qui peuvent être érodées. Aristote propose une approche plus systématique, basée sur l'observation empirique et la logique qui a influencé les sciences modernes. Au fil des époques, l'épistémologie a évolué et permis d'approfondir notre compréhension des processus de construction du savoir, que ce soit dans les sciences, la littérature ou les sciences humaines. Pour comprendre la relation entre savoir et littérature, nous devons aussi interroger la définition même de la littérature. Nous devons interroger aussi son rôle. Et à cet égard, nous avons été inspirés par deux titres d'ouvrages publiés, l'un en 1948, Qu'est-ce que la littérature du philosophe Jean-Paul Sartre, et l'autre en 1999, À quoi sert la littérature de David Dambe, un journaliste américain. Alors, comment définir la littérature? Euh, Si on remonte à l'étymologie latine, literatura, qui signifie l'art des lettres, il apparaît ce mot dès le XIIe siècle pour désigner le mot littérature, pour désigner simplement la chose écrite. Et ce n'est qu'au XVIIe et XVIIIe siècle que ce mot prend son sens actuel, désignant les œuvres littéraires écrites ou orales, dotées d'une dimension esthétique, ainsi que l'activité qui permet leur création à l'origine. Donc, on le comprend très bien, c'est l'oralité qui constituait le fondement de la littérature. Au XVIe siècle, on parlait de belles lettres. Alors, voyons alors quelles sont les premières expressions littéraires dans le monde antique, quels sont les attributs et les types de savoir véhiculés. L'une des premières grandes œuvres littérature antique est l'épopée de Gilgamesh, un poème épique sumérien datant d'environ 2000 avant Jésus-Christ. Alors Gilgamesh raconte les aventures de ce roi de la cité d'Uruk en quête d'immortalité
après la mort de son ami Enkidu. Cette épopée aborde des thèmes universels, comme l'amitié, la quête de sens et la mort. Et elle est nourrie de mythologie et de poésie. D'autres textes anciens, comme les hymnes égyptiens, les Védas en Inde ou encore l'Odyssée, l'Iliade et l'Odyssée, partagent également cette double dimension narrative et poétique. Un aspect intéressant et mérite d'être relevé, c'est la place des femmes dans l'Antiquité, notamment en ce qui concerne leur contribution au savoir. En effet, de nombreuses femmes ont écrit sur la science, la médecine, la philosophie ou encore la poésie. Pour la plupart, elles sont méconnues. Pamphile d'Épidore, historienne du 1er siècle, et Égérie, une pèlerine chrétienne qui a écrit sur ses voyages en Terre Sainte, en sont des exemples notables. Ces femmes ont contribué à l'histoire et à la littérature, prouvant que le savoir n'est pas exclusivement masculin. Pour tout dire, ce très bref rappel historique montre que la littérature, à ses origines, se définissait par sa forme narrative et poétique, notamment dans une culture orale. La question se pose alors, la littérature, qu'elle soit orale ou écrite, a-t-elle une fonction purement esthétique et émotionnelle ou peut-elle aussi être une véritable source de connaissances? Qu'est-ce que la connaissance? Qu'est-ce que le savoir? En français, connaissance et savoir sont deux termes différents, contrairement à l'anglais, où un seul mot, knowledge, les désigne. L'étymologie du mot savoir, venant du latin sapere, signifie en réalité saveur, et c'est seulement au Moyen Âge que le terme prend son sens actuel, lié au processus cognitif. Le savoir se distingue de la connaissance par sa dimension qualitative et par le fait qu'il représente une valeur collective. Le chercheur Denis Christol, spécialiste des sciences de l'éducation, précise cette distinction de manière plus détaillée. Qu'est-ce qu'il dit? Alors que le savoir est extérieur à l'individu, écrit-il dans Dictionnaire de la formation Apprendre à l'ère numérique, alors que le savoir est extérieur à l'individu et se présente comme un ensemble d'énoncés et de procédures socialement reconnues, la connaissance est une représentation du réel assimilée, personnelle et intransmissible. Fin de citation. Pour citer l'héritage de Nietzsche, qui est très prégnant dans la philosophie de Foucault, l'idée toute première est que toute volonté de connaissance dénote avant tout une volonté de puissance. Donc cela va sans dire, dans la Grèce antique, les poètes jouent un rôle central dans la transmission des savoirs. Je citerai par exemple les œuvres d'Hésiode, comme les Travaux et les Jours. Ce sont des textes fondamentaux pour la compréhension de la mythologie grecque. C'est un poème didactique, et ce poème-là décrit en détail les travaux agricoles, donnant des conseils sur les outils, les cultures et le calendrier agricole basés sur des observations astronomiques. À la même époque, le savoir grec se nourrit également de spéculations scientifiques et de philosophie émergente. Les œuvres littéraires des siècles classiques ne se contentent pas de transmettre des vérités, mais ouvrent aussi des questionnements philosophiques profonds, intrinsèquement liés à la littérature. Un exemple marquant est l'œuvre de Claude Gallian, grand médecin et penseur de l'Antiquité gréco-romaine. Sa production littéraire, qui s'étend sur plus de 50 ans, est un carrefour entre plusieurs disciplines. Pour Galien, le philosophe, chirurgien, pharmacien, biologiste, l'activité littéraire est essentielle à la pratique du médecin. Cette conviction rejoint une tradition plus large dans laquelle littérature et savoir se croisent, comme le montre l'histoire de la littérature française. Tournons-nous donc vers cette histoire de la littérature française qui se présente comme un véritable miroir des savoirs propres à chaque époque. Au fil des siècles, la perspective épistémique des œuvres littéraires a évolué, influencée par divers facteurs comme le contexte historique, social, les courants philosophiques et la fonction de la littérature elle-même. Chaque époque et chaque auteur aborde la question du savoir d'une manière qui reflète des préoccupations particulières. De ce point de vue, il est important de distinguer le savoir littéraire des connaissances factuelles ou scientifiques.
Il s'agit d'une forme de savoir unique, un savoir qui explore la nature humaine et le monde à travers des récits. Durant la longue période médiévale de 842 avec le serment de Strasbourg à 1515 avec l'avènement de François Ier, la pensée chrétienne dominait et la connaissance était souvent perçue comme une révélation divine. Saint Augustin et Thomas d'Aquin réfléchissaient sur la relation entre la foi et la raison. Cependant, les questionnements épistémologiques restaient ouverts, subordonnés à la théologie. En effet, la littérature médiévale participe à la diffusion d'une pensée encore dominée par la théologie et la philosophie, principalement exprimée en latin par les moines et les érudits. Néanmoins, les écoles, collèges et universités, qui sont de véritables foyers de transmission et de connaissances, influencent les ouvrages didactiques et moraux comme ceux de Guillaume de Loris, Jean de Meung, Rutebeuf et Eustache Deschamps. Les œuvres de cette époque reflètent les transformations profondes de l'époque, notamment dans la manière de concevoir et de transmettre le savoir. Le déclin de la poésie narrative, notamment des chansons de geste, ouvre la voie à un renouvellement des genres littéraires avec l'émergence de nouvelles formes telles que la poésie lyrique et le théâtre, qui, tout en restant artistiques, véhiculent aussi des questionnements sur la condition humaine et la connaissance. Les classes sociales et leurs rapports d'autorité sont souvent représentés dans ces œuvres, qu'elles soient religieuses, donc dans un style révérentiel, comme dans les chansons de geste, ou satiriques, comme dans la littérature bourgeoise, des fabliaux et des farces par exemple. Parallèlement, des ouvrages de vulgarisation tels que les lapidaires et bestiaires témoignent de l'impact des savoirs antiques et arabes qui sont transmis en Europe à travers les manuscrits et rédigé autour de ces bestiaires-là auxquels j'ai fait allusion. Par exemple, le bestiaire divin de Guillaume Leclerc, c'est un bestiaire, c'est le plus long des bestiaires en français, et il a été rédigé autour de 1210, pardon. Et il repose sur un modèle qui est un modèle latin euh, qui a donc des racines, des origines beaucoup plus anciennes. De même, les événements marquants de l'histoire sont relatés dans des chroniques qui se distinguent par la variété et la richesse de leurs détails. Ces écrits accessibles à un public plus large participent à une véritable démocratisation du savoir tout en restant profondément ancrés dans les représentations symboliques et religieuses de l'époque. Cette diffusion plus large du savoir, combinée à l'évolution des mentalités, favorisera à la fin du Moyen Âge l'émergence d'une pensée rationnelle qui redéfinira la littérature comme savoir tiré des livres. Passons à la suite. À partir de la Renaissance, les œuvres littéraires vont s'impliquer dans la production du savoir, mais aussi dans sa remise en question. Des auteurs comme Montaigne avec ses essais explorent une connaissance subjective et personnelle, marquant l'importance de l'individu dans la construction de savoir. Rappelons-le, à l'Antiquité, la préoccupation principale était plutôt orientée vers les dieux, la nature et l'harmonie cosmique. Tout cela pour vous dire que ce n'est qu'à l'aube des temps modernes que l'idée de l'homme, de sa nature et de son rôle dans le monde prend une importance décisive. Cette période, donc la Renaissance, voit l'émergence de nouvelles connaissances dans des domaines variés comme les sciences, la philosophie et l'éducation. Les humanistes, comme Rabelais, auteur de Pantagruel en particulier, contribuent à une vision de l'éducation basée sur la curiosité et le jugement personnel, influençant la pédagogie moderne. Jusqu'à présent, on continue à lire et à étudier le Pantagruel de Rabelais. L'une des principales œuvres, disons, par rapport à la vision éducative. Au XVIIe siècle, Descartes, Galilée et d'autres penseurs amorcent un tournant scientifique majeur. Descartes, avec son célèbre Cogito ergo sum, remet en question la certitude du savoir, marquant un examen critique qui va guider la pensée moderne. À cette époque, toujours à la Renaissance, la littérature et les sciences évoluent parallèlement avec des échanges dynamiques entre ces deux domaines. L'astronomie, l'astrologie, parce qu'il n'y avait pas de distinction à l'époque,
était perçue au début comme une science neuve, mais elle était contestée par l'Église. Et elle fait son apparition dans les fables de La Fontaine, par exemple, dans 5 fables précisément. La Fontaine, le fabuliste, introduit des allusions à l'actualité scientifique de l'époque, alors que l'astrologie était condamnée par l'Académie des sciences. Et il prend nettement position dans la querelle, il affirme que seule la raison est à la base de la connaissance. Il écrit dans l'une de ses fables, la fable 16, hors du hasard, il n'est point de science. Fin de citation. Ce dialogue entre littérature et savoir se poursuit au XVIIIe siècle avec les Lumières. Voltaire, Diderot et Montesquieu utilisent la littérature pour diffuser et critiquer les connaissances scientifiques tout en abordant des questions sociales, politiques et philosophiques. La littérature devient ainsi un moyen de remise en question des institutions et de promotion de la liberté et du progrès. Voyons de plus près comment se présentent les choses au siècle suivant. L'époque du XIXe siècle voit l'essor du positivisme initié par Auguste Comte, qui cherche à appliquer une méthode scientifique à la compréhension de la société. C'est également à cette période que le terme épistémologie est forgé par le philosophe Jules Barny, précisément en 1854. Définie comme l'étude des sciences, l'épistémologie devient une discipline à part entière, distincte de la métaphysique ou de l'épistémologie religieuse, et oriente la réflexion vers la nature et les limites des sciences, ainsi que vers les méthodes scientifiques. Cette émergence de l'épistémologie coïncide avec une transformation radicale du savoir, notamment en raison de la révolution industrielle qui entraîne des avancées majeures dans les sciences naturelles, comme la théorie de l'évolution de Darwin ou encore les révolutions en physique et en chimie. Ces découvertes bouleversent la compréhension du monde naturel, ouvrant ainsi la voie à de nouvelles interprétations du rôle de l'homme dans l'univers. Et les échos se font largement ressentir dans la littérature française du XIXe siècle. Cette époque, marquée par une profonde transformation des structures sociales et intellectuelles, reflète une prise en compte croissante des découvertes scientifiques dans les œuvres littéraires, notamment à travers les thèmes du progrès, de la condition humaine et de l'interaction entre l'homme et la nature. Les écrivains de cette époque ne se contentent pas de refléter la réalité, mais cherchent également à en expliquer les mécanismes, qu'ils soient biologiques, sociaux ou psychologiques. Honoré de Balzac, Gustave Flaubert ou Émile Zola sont marqués par l'idée que l'homme est soumis à des lois naturelles et sociales, tout comme les phénomènes étudiés par les sciences. Zola, en particulier, adopte une approche scientifique dans ses romans en appliquant les principes du déterminisme et de l'hérédité, à l'instar des idées de Darwin et des recherches en biologie. Dans des œuvres comme Germinal ou L'Assommoir, Zola analyse les effets de l'environnement social et économique sur les individus, créant ainsi une relation entre le savoir scientifique et la représentation de la réalité humaine. Le roman La débâcle d'Émile Zola montre une vision de la société où l'homme est perçu comme un produit des forces sociales et biologiques, souvent en lutte pour sa survie dans un environnement hostile. Les écrivains comme Victor Hugo et Germain Nouveau critiquent les effets de l'industrialisation sur la société et la condition humaine. Dans Les Misérables, Hugo dénonce les inégalités sociales exacerbées par l'industrialisation et plaide pour un progrès humaniste. De même, la répartition des richesses et l'exploitation des classes laborieuses sont des thèmes récurrents dans la littérature du XIXe, particulièrement dans des romans qui dépeignent les conditions de vie des ouvriers, tout en les inscrivant dans un cadre scientifique et observatoire de plus en plus rigoureux. La littérature scientifique sera particulièrement en vogue dans la seconde moitié du XIXe, et ce, grâce à l'essor du savoir et à la croissance, et à la croyance, même la croissance aussi, et à la croyance du progrès. Science et littérature se fécondent mutuellement, elles continuent de se nourrir, de communiquer entre elles, en reprenant de plus belle leurs inspirations dans les forces de l'imaginaire, ce grand réservoir de mythes, d'images primitives et d'archétypes forgés depuis la nuit des temps. Au même moment,
la littérature prend une dimension prospective avec des écrivains comme Jules Verne. Dans les œuvres de Jules Verne, la science et la fiction se mêlent, anticipant des découvertes scientifiques futures. Cette tendance ouvre la voie à un nouveau genre, la science-fiction, où la littérature devient un laboratoire d'idées. L'écrivain français Maurice Renard, qui est spécialiste dans la littérature merveilleuse et la littérature scientifique, fantastique, policière, aborde, c'est fin 19e, début 20e, aborde dans son roman L'Anticipation des thèmes scientifiques comme la génétique et les manipulations biologiques, inscrivant la littérature dans une réflexion éthique sur les avancées scientifiques. Enfin, sur un autre registre, la conception du savoir évolue, s'élargissant pour inclure les dimensions affectives, sociales et collectives. La littérature, qui est influencée par ces changements, explore désormais plus profondément les complexités de l'âme humaine, des relations sociales et de la subjectivité. Le savoir n'est plus seulement rationnel, il devient aussi émotionnel et collectif, reflétant l'interconnexion entre l'individu et la société. La présence et le rôle déterminant de l'homme dans l'élaboration des idées contemporaines est affirmé par Foucault en ces termes, je le cite, le mode d'être, c'est dans les mots et les choses, le mode d'être de l'homme tel qu'il s'est constitué dans la pensée moderne, lui permet de jouer deux rôles. Il est à la fois au fondement de toutes les positivités et présent d'une façon qu'on ne peut même pas dire privilégiée dans l'élément des choses empiriques. Fin de citation. Passons maintenant à la troisième partie, et c'est la dernière, qui s'intéresse à la littérature dénuée d'épistémie. Je l'ai intitulée littérature dénuée d'épistémie, vers une esthétique de l'absurde et de l'indifférence au savoir. Il convient d'abord de souligner l'impact de la littérature sur les avancées en psychologie, neurologie et neurosciences, portées par des figures comme Freud ou William James. Déjà au XIXe siècle, des textes de Théophile Gautier sur la mémoire, je cite notamment le Château de souvenirs que j'avais enseigné dans le temps à mes étudiants. Donc, les textes de Théophile Gautier sur la mémoire, des poètes maudits sur la mélancolie, de Baudelaire sur le spleen ou sur la synesthésie ont anticipé ces progrès. À leur tour alors, ils ont influencé la littérature, notamment en explorant les aspects irrationnels, émotionnels et subjectifs de l'expérience humaine. Ce phénomène a donné naissance à une littérature dénuée d'épistémée qui ne repose pas sur une connaissance rationnelle ou systématique, mais sur l'imaginaire, l'inconscient et l'intuition. Proust, Baudelaire, Maupassant, avec le Horla par exemple, et les surréalistes Breton, Aragon ont ouvert la voie à cette exploration des dimensions irrationnelles de l'humain en privilégiant le rêve, l'inconscient et l'absurde sur la logique et la raison. Dans À la recherche du temps perdu, Proust illustre comment la mémoire et l'introspection façonnent la perception du monde. Cette dimension de savoir intime et subjectif est importante. Elle interagit avec les sciences émergentes de l'époque, mais à travers un prisme qui échappe à la rationalité. La littérature devient ainsi un moyen d'explorer la cognition humaine et d'élargir les paradigmes épistémologiques traditionnels. Cela va de soi, dans d'autres œuvres, l'absurde, exploré par Albert Camus, notamment dans La Peste, et le roman de Michel Houellebecq, Les particules élémentaires, il date de 1998, c'est le deuxième roman de l'écrivain. Donc, ces deux romans illustrent cette rupture avec les savoirs scientifiques et philosophiques traditionnels. Houellebecq s'éloigne de toute explication rationnelle pour se concentrer sur l'émotion, la déshumanisation et la désillusion qui caractérisent la condition humaine moderne, postmoderne. De manière attendue, cette évolution se poursuit avec la fragmentation du savoir au XXe siècle, notamment à travers les avancées en physique quantique, la biologie et la psychanalyse, mais aussi grâce aux critiques épistémologiques de penseurs comme Foucault et Kuhn, qui ont montré que le savoir est construit socialement et historiquement et qu'il évolue par rupture. La littérature a suivi ce mouvement avec des narrations fragmentées et décentrées,
comme Le flux de conscience de James Joyce, romancier et poète irlandais, ou de Virginia Woolf, cette femme de lettres britannique, donc on parle de Stream of Consciousness, ou la déconstruction de la réalité qu'on retrouve aussi chez Kafka. Il va sans dire, le postmodernisme a abandonné l'idée d'une vérité unique, ouvrant la voie à des récits pluriels et fragmentés. La littérature, notamment à travers des œuvres comme Les Mendiants de Louis-René Desforêts, qui date de 1943, interroge alors le monde comme une constellation de réalités fragmentées, plutôt que comme un tout cohérent. Ce mouvement met en lumière comment les savoirs peuvent émerger à partir de la fragmentation de la pensée, du non-dit et de l'irrationnel. Il faut bien le dire, de nos jours, l'épistémologie a évolué. La science n'est plus vue comme une progression linéaire, mais comme un ensemble de ruptures qui révèlent une pluralité de savoirs. Enfin, cette évolution des savoirs est soutenue par des courants transdisciplinaires qui ont donné naissance à de nouvelles théories critiques dans le domaine de la poétique, comme l'éco-poétique, c'est un courant de critique littéraire, il est issu de l'éco-critique, et il s'intéresse aux représentations de la nature et de l'environnement du monde vivant, non humain, dans les textes littéraires. Ou alors la zoopoétique, qui s'intéresse au vivant, et comme le nom l'indique, plus particulièrement à la condition des animaux. Parallèlement, le transhumanisme, en mettant l'accent sur la question du vivant, contribue à renforcer l'interconnexion entre littérature, science et théorie du savoir. Dans son roman publié en 2013, Réparer les vivants, ça c'est le titre, Mélisse de Kerangal raconte l'histoire d'une transplantation cardiaque. Une autre expérience transhumaniste nous est livrée par Pierre Ducrozet dans son roman L'invention des corps, publié en 2017. C'est dans ce contexte d'interdisciplinarité que l'épistémocritique, et le pionnier, donc c'est l'étude des savoirs non littéraires présents à l'intérieur de la littérature. L'épistémocritique, le pionnier est un franco-canadien qui s'appelle Michel Piersens. Il est fondateur de plusieurs groupes de recherche, dont le groupe Savoir des femmes. Donc l'épistémocritique, elle a émergé et c'est une approche qui examine la manière dont les œuvres littéraires véhiculent, interrogent et redéfinissent les connaissances et les idées de leur époque en réponse à la crise des certitudes dans le savoir contemporain. Et là, je découvre, et tout à fait c'est tout à fait quand même passionnant que mon approche se situe dans l'épistémocritique. Donc, j'espère pouvoir avoir une réponse, une réaction à cette intuition qui me vient à l'issue de ce propos. Et là, je me dépêche de conclure. La littérature n'est pas seulement un produit de l'imagination, elle sert aussi de moyen pour questionner le réel, explorer des concepts et mettre en doute nos certitudes. Elle offre une perspective unique sur la connaissance en se distinguant des sciences ou de la philosophie par la richesse de ses représentations et de ses figures. C'est cette capacité à réfléchir sur le monde et à interagir avec d'autres formes de savoir qui permet à la littérature d'ouvrir des pistes pour des questionnements futurs. Il apparaît clairement aujourd'hui que de nouveaux savoirs, comme les savoirs autochtones, les savoirs participatifs, viennent décentraliser cette production de connaissances, échappant ainsi à l'épistémologie classique, le relativisme épistémique qui soutient qu'il n'existe pas de vérité objective unique, rejoint cette remise en question. L'épistémologie féministe, en particulier au sens d'étude des sciences faites par des femmes, met en lumière l'influence des facteurs sociaux tels que le genre, la race et la classe dans la conception des savoirs. Michel Ledeuf, philosophe féministe, elle est française, elle est l'auteur d'un essai qui s'intitule Le sexe du savoir. Et dans cet essai, précisément, elle interroge la place des femmes dans les traditions savantes et la manière dont le savoir est sexué, genré, soulevant la question de la littérature sexuée. Donc, à l'épistémé sexuée,
correspondrait la littérature sexuée. Rappelons-nous la distinction des auteurs selon le genre, littérature féminine avec Marguerite Yourcenar et féministe avec Simone de Beauvoir, ou encore l'orientation sexuelle avec Monique Wittig et son concept de contrat hétérosexuel. De toute évidence, l'impact du sexe ou du genre, notamment féminin, sur la conception du savoir et les pratiques intellectuelles, ravive la réflexion sur la littérature elle-même. Ce débat sur la littérature sexuée, genrée, renvoie à la question plus large de la définition de la littérature, un phénomène difficile à cerner. Jean-Paul Sartre a posé la question qu'est-ce que la littérature, à laquelle Gérard Genette répondait par un refus de répondre, soulignant la complexité du terme. Pascal Quignard, pour sa part, note que personne ne sait vraiment ce que c'est, un constat déjà formulé au XVIIIe siècle par Voltaire. Pour Maurice Blanchot, la littérature possède cette caractéristique qui nous renvoie à notre propre essence humaine. Une œuvre, écrit-il, une œuvre littéraire est, pour celui qui sait y pénétrer, un riche séjour de silence, une défense ferme et une haute muraille contre cette immensité parlante qui s'adresse à nous en nous détournant de nous. Fin de citation. Une telle affirmation, chers collègues, chers amis, est-elle valable à l'ère de l'intelligence artificielle générative? Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Hedia, pour cette conférence très intéressante. Ce voyage ou ce regard panoramique sur un peu la littérature, la place de la littérature dans l'histoire de l'humanité, jusqu'en arrive vraiment à des questions qui sont d'actualité relatives à l'intelligence artificielle et sa place, bien sûr, dans notre savoir aujourd'hui, notre créativité de façon générale. Alors, je vois tout de suite la main de Denis Vernon se lever. Alors, je lui donne immédiatement la parole. Merci, Hamdi. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je voulais remercier Edia pour cette belle conférence, très riche et intéressante. J'aurais deux questions, mais je vais poser la première. Si on a le temps, je poserai la seconde. La première question, c'est simplement une demande d'information. Plus j'y réfléchis, plus je trouve que pour penser la culture, il faut en revenir à l'opposition initiale entre l'oral et l'écrit. Alors, rapidement, moi, je me suis beaucoup intéressé aux druides. Vous savez que les druides parlaient le grec et le latin, mais n'écrivaient pas. Ils n'avaient pas le droit d'écrire leur savoir. Même chose chez Pythagore. Ce savoir était toujours oral et ésotérique. Et il y a une rupture. Alors, et il y est, de façon indissociable, philosophie, religion, droit, politique, etc., médecine, etc., etc. La rupture, elle s'est produite lorsqu'apparaît l'écriture. Alors, par exemple, un gros trait, Platon qui théâtralise la philosophie orale de Socrate. Par exemple, la distinction entre philosophie et religion avec des religions qui sont des religions du livre. Par exemple, le droit qui apparaît avec les textes romains. Bon, donc, pour moi, une des questions importantes, et tu y as fait allusion, c'est là-dessus que je voulais revenir, c'est le passage de l'oral à l'écrit. Et tu as écrit, enfin, tu as dit, à l'origine, l'oralité constitue le fondement de la littérature. Alors ça me paraît important, et je voudrais que tu m'expliques, parce que moi, je ne sais pas, comment se présentait à l'origine la littérature en tant qu'orale, et quand s'est passé le passage à l'écrit. Oui, merci pour cette question, Denis. Merci déjà pour ton intérêt. Comment s'effectuer donc le passage de l'oral à l'écrit? Tu l'avais toi-même souligné dans ta question. Le passage, tant qu'il n'y avait pas d'écrit, donc comment se transmettait le savoir? Il se transmettait de manière tout à fait orale. Et la littérature, cette transmission avait une fonction mnémotique. Donc on retenait tout cela à travers la mémoire. Et alors, actuellement, ce que je constate, c'est que, surtout dans la littérature francophone, parce que moi, je voulais aussi euh, explorer la question
question dans le fond de la littérature francophone tunisienne, mais faute de temps, je n'ai pas pu le faire, et puis il y a des contraintes tout à fait matérielles. Donc, dans cette tradition francophone, aussi bien tunisienne qu'algérienne maghrébine, il y a un retour vers le conte, il y a un retour vers le récit oral. De plus en plus, l'oral est, comment dire, transcrit dans une forme écrite comme un retour à une ère tout à fait primitive. Je ne sais pas si je suis en train de répondre à ta question ou non. Sinon, essaye de m'éclairer un peu plus le bien fondé de Hmm. ton questionnement. Non, simplement, c'était une question historique parce que je ne connais Oui, pas. Par exemple, l'épopée de Gilgamesh, oui. est-ce qu'elle était écrite ou orale et quand a-t-elle été écrite? Elle était orale. Elle était Oui, orale. alors, Elle date de 2000 avant Jésus-Christ. ouais. Elle était orale. Quand est-ce qu'elle a été écrite? Je n'ai pas exactement la date, mais il me semble que c'était au XVIIIe siècle. C'était très tardif, il me semble, hein. Je ne suis pas tout à fait sûre de l'information, mais c'est un petit peu comme, par exemple, par rapport, je ne voudrais pas traiter de questions religieuses, comme par exemple au Coran, hein, le livre saint de la religion musulmane. Il n'a été écrit que 200 ans après la révélation de ce texte. Donc, il y a en quelque sorte une transmission qui se fait tout à fait progressive par la mémoire. Je n'ai D'accord. aucune information sur la date de la, du passage de l'oral à l'écrit concernant l'épopée Gilgamesh. Mais je sais que c'est bien, bien tardif. D'accord. Ok, merci, hein. Est-ce que j'ai vraiment répondu ou non? N'hésite Oui, pas à me le oui, dire, oui, non, mais hein, c'est un point Denis. très, non, très riche de discussion. Parce que, bon, l'oralité, c'est un phénomène anthropologique. Et Oui, ma question, justement, est-ce que la science n'a pas vraiment commencé qu'avec l'écriture, c'est-à-dire au moment où on a écrit le langage de la science, c'est-à-dire on a développé cette capacité d'écrire la science dans des documents, dans des supports écrits. Parce que, est-ce qu'on peut, à quel point on peut parler d'une tradition orale scientifique? oui. Est-ce qu'on peut se permettre de parler de l'oralité comme un trait de la science ou comme un trait du savoir scientifique? Je pense l'oralité, c'est un phénomène très large. Il y a beaucoup d'Africains qui développent ça. Ils ont des traditions orales d'une richesse incroyable. Et je crois on va publier, on va lancer bientôt un appel à communication, à contribution plutôt, pour un dossier spécial qui est organisé par des Africains dans la Oui. revue Al-Mukhatabat qui va tourner autour de cet axe, c'est-à-dire les traditions orales en Afrique et son poids culturel le rôle qu'elle joue, bien sûr, sociétal qu'elle joue, qui est très important, qu'il a joué, mais qui continue à jouer. Mais par rapport au savoir scientifique, est-ce que je me réfère par exemple à l'histoire des mathématiques? Est-ce que les mathématiques ont vraiment commencé lorsque Euclide les a rassemblées, écrites dans les éléments? Bien sûr, les mathématiques n'étaient pas grecques, ne sont pas grecques. Elle a bien commencé bien avant. Et les résultats et les découvertes n'étaient pas purement grecs. Elle Mhm. était mondiale. Mais je pense, quand on parle de géométrie euclidienne, on parle de cette capacité qu'avait pu faire ou avoir Euclide à écrire justement et à axiomatiser en quelque sorte dans une écriture bien claire, bien précise, les découvertes etc., Am- etc. Est-ce qu'à Amdi, quel point l'oralité, c'est un sujet très, très, très important? Amdi, je peux dire quelques mots concernant ce que tu appelles les sciences, par exemple la géométrie. La géométrie égyptienne Mhm. était empirique, et elle se faisait en particulier quand le Nil ne débordait plus, et au début, elle était orale. Évidemment, elle est devenue écrite. Bon, alors, la géométrie est devenue calculatoire, elle a nécessairement été écrite. C'est comme la logique. La logique, comme disait Frege, c'est une écriture de concepts. Et on peut pas faire de la logique oralement. On peut en On parler peut comme pas. ça, mais on peut pas Oui, faire on peut de la pas. logique oralement. Sur Internet, il y a un fou qui lit mon manuel de logique comme si c'était le Coran. Et il lit pas évidemment les formules.
Allez voir, c'est délirant. Non. Alors, mais ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Mais attends, mais elle me dit donc, au début, par exemple, aussi bien chez les pythagoriciens que chez les druides, il y avait des savoirs donc, qui d'une certaine façon, étaient scientifiques, biologiques, géométriques, etc. Mais dès qu'il y a calcul, eh bien, il y a écrit. Oui. Intéressant. Alors, est-ce qu'il y a d'autres réactions ou bien d'autres questions ou d'autres... Oui, oui, oui. Alors, Jean-Claude, oui, Oui, je t'en prie. une petite précision d'abord sur la question des mathématiques écrites. À ma connaissance, le texte le plus ancien de démonstration mathématique que nous ayons, c'est la démonstration de la duplication du carré dans le Ménon de Platon. Évidemment, le théorème de Pythagore lui-même est plus ancien, mais nous n'en avons pas de traces écrites. À ma connaissance, la plus ancienne démonstration de mathématiques sous forme écrite, c'est Platon qui nous la donne. Alors, je ferme cette parenthèse pour essayer de répondre, disons, à la conférence dans son ensemble. Je voudrais, puisque beaucoup de choses ont été évoquées, simplement présenter trois petits faits qui me semblent baliser un peu la question. Un premier exemple sur cette dimension cognitive de la littérature qui est pour moi, je le cite comme énigmatique, c'est une conversation, puisque l'intelligence artificielle a été évoquée, là nous allons avoir en quelque sorte son antinomie dans la conversation, une conversation que raconte Russell dans son autobiographie, une conversation avec Joseph Conrad, le grand romancier. Russell nous raconte qu'il a eu des conversations tout à fait prodigieuses avec Conrad. Des conversations qui, dit-il, s'enfonçaient dans une sorte de profondeur tout à fait pratiquement indicible. Malheureusement, il ne nous en dit rien. Donc, je cite ce fait énigmatique, n'est-ce pas, mais qui Russell, c'est toujours le co-auteur des Principia Mathematica. Il cause avec Conrad et cette conversation mystérieuse nous donne un exemple de rencontre des deux cultures qui par ailleurs s'ignorent presque complètement. Un deuxième petit exemple, puisque dans la conférence Voltaire a été cité entre autres, c'est un petit fait que nous rencontrons si on visite la maison de Voltaire à Ferney-Voltaire. Il y a sa bibliothèque. Et dans sa bibliothèque, il y a quelque chose d'extraordinaire. Il y a un manuel de physique newtonienne écrit par Voltaire. Malheureusement, je ne sais pas quelle est la valeur de cette exposition de Newton par Voltaire, mais on sait par ailleurs que Voltaire était très bien avec la marquise du Châtelet. Et alors ça, nous rejoignons les questions de genre et de sexe qui ont été aussi évoquées. La marquise du Châtelet, elle qui a écrit une traduction tout à fait compétente des principes mathématiques de la philosophie naturelle de Newton. Alors, nous avons donc l'exemple de cette rencontre Voltaire-Madame du Châtelet, l'un qui écrit un manuel, mais dont on ne parle plus, et puis l'autre qui fait une traduction, qui est encore la traduction usitée des Principia de Newton en français. Et le troisième petit fait que je voudrais citer, c'est le fait que sur la troisième période qui a été évoquée avec tout ce qu'elle évoque, eh bien, nous avons un livre écrit par un philosophe et qui a été immédiatement adopté par la critique littéraire comme un classique sur la question. C'est le petit livre de Deleuze sur Proust et les signes. Nous avons donc un exemple ici d'un philosophe qui se mêle de critique littéraire, qui écrit sur Proust un livre qui ouvre une nouvelle étape de la critique proustienne et qui est immédiatement adopté
par la communauté critique. Ça ne veut pas dire qu'ils sont d'accord sur tout, mais c'est une étape dans la critique proustienne. Donc nous avons là un exemple je crois véritablement, d'une perspective, dans les termes de la conférence, d'une perspective de connaissance de Proust qui est directement ouverte par un philosophe. Voilà simplement les 3 petits faits que je voulais soumettre à votre attention, en espérant, n'est-ce pas, que ça nous permet de tracer un petit chemin dans la masse de faits et de problèmes qui ont été évoqués. Je vous remercie. Certainement, certainement, merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres interventions sur ce thème, sur ce rapport de la littérature, enfin, au savoir, et comment il peut être illustré justement dans la littérature, c'est-à-dire comment la littérature peut, chacun, bien sûr, à travers les styles des auteurs et des poètes, etc. Bah, ça dépend de quel genre littéraire parle-t-on. Le roman avec Voltaire, parce que le roman philosophique qui a contribué à développer ce rapport, c'est bien sûr a vu le jour avec Voltaire, avec Candide, par exemple. C'est un roman à la fois on trouve dans ce roman des traits à la fois épistémiques et cognitifs et philosophiques, etc. On critique les traits d'un esprit critique, d'un esprit, je dis pas sceptique, mais qui commence à nous pousser à nous faire douter des dogmes d'une certaine pensée dogmatique, qui est aux antipodes, bien sûr, de la pensée scientifique, etc. Donc, j'aurais aimé qu'on rentre un peu davantage dans les détails, c'est-à-dire quel genre littéraire, quel style, comment les questions de style, d'écriture, justement, parce qu'on peut pas se passer de la question de l'écriture, de l'écrit. Chacun a sa façon d'écrire. Et par exemple, il y a un point, c'est le texte, la textualité, etc. Mais il y a un trait peut-être qui peut faire dialoguer davantage la littérature ou le texte littéraire avec le savoir, c'est un peu l'historicité. C'est-à-dire, je pense comme c'était le cas avec la peinture, avec d'autres formes d'expression artistique, le roman a aidé, en quelque sorte, peut nous aider à développer ce trait d'historicité qui je pense, intrinsèque à l'épistémologie, si on le prend surtout dans le sens de Bachelard, où on parle surtout d'épistémologie historique, c'est-à-dire le roman, il a cette capacité à peut-être nous mettre dans le contexte historique d'un certain, d'une périodisation, etc., qui nous permet des éclairages importants sur le type de savoir qui a dominé dans une telle période ou dans telle société, etc. Oui, Jean-Claude, pardon, je te donne la parole. Oui, en essayant de répondre à ta question, une idée qui me vient, c'est par exemple, c'est résumé dans le titre d'un livre célèbre de René Girard qui s'appelle Mensonges romantiques et vérité romanesque. Ce livre me paraît un peu paradigmatique parce que justement, je crois que Girard, dans ce livre, établit dans les largeurs qu'il y a bien une vérité romanesque qu'on trouve dans Don Quichotte, qu'on trouve dans Proust, qu'on trouve dans Dostoïevski, etc. Donc là, nous sommes nettement sur un livre qui montre d'une certaine façon comment la littérature, dans une acception historique très, très, très vaste, peut révéler quelque chose sur un thème qui a été évoqué par notre conférencière, la condition humaine, le rôle du désir dans la vie, etc. Donc là, je pense que nous avons un registre très net où on peut parler d'une dimension cognitive de la littérature. Alors, par ailleurs, tu évoquais, par exemple, l'aspect historique. Alors, puisque j'ai parlé de Proust, je vais en donner un exemple, c'est l'affaire Dreyfus chez Proust. Eh bien, l'affaire Dreyfus chez Proust, c'est très intéressant parce qu'on peut lire les livres historiques les plus
les plus savants sur l'affaire Dreyfus, qui est évidemment tout un programme, mais quand on lit Proust, on apprend autre chose. On apprend par exemple comment un anti-Dreyfusard devient Dreyfusard, même plus précisément comment deux anti-Dreyfusards tout à fait différents deviennent Dreyfusards. Il faut dire ça parce que ça peut passer chez Zola ou chez Proust? chez Proust, je veux Chez dire. Proust, Hein. parce que je Chez connais pas. Proust. Je connais Zola, j'accuse Tu as raison. l'article, Alors, le j'accuse. J'accuse est un texte prodigieux aussi, évidemment. Tu as raison de le citer. Mais les deux sont liés. Proust a suivi de près le procès Zola, etc. Donc, nous sommes dans un problème charnière qui est tout à fait important. Et je soulignais le fait que, d'une certaine façon, on ne va pas au fond de la psychologie de la question si on ne lit pas Proust nous racontant comment deux guermantes sont passées de l'anti-Dreyfusie. Alors, je n'essaie même pas de vous résumer ça parce qu'il faut absolument le lire dans le détail dans Proust, mais nous avons d'une certaine façon une connaissance. Ça nous conduit à une connaissance intérieure très paradoxale. Il y a un aspect comique de surcroît. Hein. Et là, je pense que nous sommes tout à fait dans la dimension cognitive de la littérature. Denis, il faut activer le son. Ça y est. Oui, C'est bon. je disais, Hamdi, que j'avais une seconde question, mais je ne veux pas monopoliser la parole si quelqu'un a d'autres questions. Non, mais je t'en prie, Denis. Bon, alors, Viens profiter de ta présence en ligne. c'est Apprendre. sur le titre de la dernière partie de Hédia. Alors, Hédia, tu as dit que c'était une époque dénuée d'épistémée. Alors, La littérature. C'est la hein? littérature. La littérature des nuits d'épistémée. Oui, la littérature au XXIe siècle est dénuée d'épistémée. Oui. Alors, je comprends ce que tu veux dire. Tu veux dire qu'elle ne s'appuie plus sur les différents types de connaissances et de savoir, mais elle fonctionne autrement. Oui. Mais il y a quelque chose qui me paraît important dans ta problématique, c'est justement le concept d'épistémée. Et pour moi, le concept d'épistémée ne peut se définir précisément que par rapport à Foucault. Et Foucault dit que l'épistémée, c'est la structuration d'une culture à un moment historique donné. C'est une approche structuraliste de la culture. Bon, cette épistémée, pour Foucault, elle est globale et elle caractérise une époque. Par exemple, le Moyen-Âge est épistémé de l'analogie, de la signature, etc. Et donc, elle vaut pour toutes les dimensions de la culture de l'époque. Et donc, elle vaut pour la littérature. Et donc, il ne peut pas y avoir de littérature sans épistémée, en ce sens foucaldien. Oui. Et alors, moi, ce qui me paraît important, c'est que si on réfléchit dans cette perspective foucaldienne sur non plus le XXe siècle, mais le XXIe siècle, on arrive à une nouvelle définition de la mort de l'homme, puisque le rôle de la littérature et de la culture au XXe siècle, pour Foucault, c'est la mort de l'homme. Mais c'est une nouvelle mort de l'homme accentuée, dans la mesure où il y a une dispersion et il y a une opposition des différentes fractures qui se produisent au XXIe siècle, et en particulier, il y a une mise en cause d'un dernier champ où l'homme pouvait manifester sa prérogative, c'est-à-dire la connaissance et la production scientifique avec l'IA. Donc, alors, sans entrer dans les détails, mais je ne connais pas grand-chose de la littérature contemporaine, la littérature contemporaine doit refléter cette épistémée. Voilà. Donc, c'est simplement une ambiguïté sur le mot épistémée. Si épistémée, un rapport à la connaissance, là, je comprends. Mais si tu l'entends au sens du concept foucaldien, pour moi, la littérature ne peut pas s'émanciper de l'épistémée d'une époque. Et alors, dans ce cas, où est-ce que tu situerais le concept de rupture?
qui est au fondement justement de la définition de l'épistémie chez Foucault. Ben, la rupture ici, ça serait sur une nouvelle conception de la mort de l'homme. Puisque Hmm. la mort de l'homme caractérise le XXe siècle, et Ouais. là, il y aurait une accentuation de cette mort, mais sous une forme différente. Mais je ne Hmm. peux pas te répondre en détail parce que moi, en littérature contemporaine, j'y connais rien. Oui. Euh, je, C'est une belle piste à creuser, hein. C'est vrai. je pense, c'est-à-dire, elle utilise, Hedia, le concept d'épistémé dans un sens autre que chez Oui, Foucault. Je pense il faut le rapprocher du sens de connaissance générale, enfin oui, qui se oui, rapporte à une pseudo-connaissance. C'est oui, une oui, bien sûr. littérature qui, non seulement, elle, elle est dépourvue d'épistémique au sens pas Foucaultien, forcément, mais Mhm. pourquoi pas Foucaultien? Parce qu'elle parle déjà dans un contexte de fragmentation, c'est-à-dire Mhm. on est loin Hum, de ce paradigme de Foucault, c'est-à-dire qu'il y a cette unification de tous les aspects d'une vie ou d'une société, d'une culture. Euh, je pense, on est avec Hedia, lorsqu'elle a commencé à parler d'une littérature dénuée d'épistémé, dans cette fragma- fragmentation du savoir, de Oui, cet hum, hum. éparpillement, de cet oui, effritement du savoir et de ses perspectives, etc. Et non, on est dans l'individualisme pur ou le perspectivisme individualiste pur et dur. Et donc, je pense que non seulement dénué de savoir, mais il y a des formes de création littéraire qui sont contre le savoir scientifique, oui, c'est-à-dire anti-science. Déjà, on voit à peu près, par exemple, développer dans l'esthétique, par exemple, des perspectives qui sont contre le beau, contre le concept de beau. oui, Et Hum. maintenant, on se met à la tête la possibilité de développer, je peux dire, une philosophie de l'art qui n'est pas posée sur le concept de beau ou de la beauté, sur la laideur. Il y a des gens qui travaillent sur la laideur. Je pense qu'il y a dans cette littérature des concepts qui sont parfois, qui peuvent nous choquer si on est formé dans le domaine des épistémologiques ou logiques, etc., qui sont d'une irrationalité telle, mais je pense que ça relève aujourd'hui du domaine de la créativité artistique et littéraire de façon générale, et que c'est non seulement dénué d'épistémique, mais aussi en lutte contre l'esprit épistémique de façon pointue. oui. Bon. Je ne sais pas si Hadia, tu es d'accord avec cette façon de voir, C'est-à-dire que d'interpréter ton point de vue. dans ce cas, il faudrait que j'abandonne en quelque sorte le concept focaldien pour aller vers un sens, comment dire, beaucoup plus large d'épistémie, non? Hum. Parce que pour lui, enfin, d'après sa définition, c'est tout ce qui est relatif à une époque. Et alors là, effectivement, on ne peut pas dire que une époque est dénuée d'épistémie, comme on ne peut pas dire qu'une époque est dénuée de culture, comme on ne peut pas dire qu'une époque est dénuée de science. Donc là, il faudrait que j'élargisse un peu pour aller vers un concept qui n'est pas tout à fait restreint à ce qu'il entend par les phénomènes de rapport entre les Hum. sciences, entre les différents discours scientifiques. Et dans ce cas-là, comme le disait Hamdi peut-être, parler de ce qui est propre, le propre aux caractéristiques de la postmodernité, à savoir cette transversalité, cette transdisciplinarité, et surtout le phénomène de discontinuité qui est à la fois présent dans les créations littéraires que dans les créations artistiques. Je ne Hum. sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Je n'avais pas compris. Tu Je peux n'ai pas utiliser, les compétences Oui, de non, mais Foucault. c'est C'était très, très, très Edia, clair, très riche. Tu peux utiliser le terme d'épistémique. oui, Parce qu'épistémique, c'est un sens très général, c'est tout ce très qui est général. Oui, rapport au savoir. Mais oui, si tu parles d'épistémé, à mon avis, c'est un concept foucaldien. oui, Il s'applique, quand on se situe dans la perspective de Foucault, il s'applique à toutes les époques, et donc il doit s'appliquer à notre époque, et oui, donc il doit s'appliquer à la littérature. oui. C'est une question de mots, hein. Peut-être. Oui, une question de vocabulaire. Est-ce qu'on Oui. peut parler
d'un trait enfin épistémique négatif, d'une négativité épistémique. C'est-à-dire un mouvement de pensée qui est contraire aux traits épistémiques requises. Nihiliste dans ce cas. C'est-à-dire, on peut dire une pensée anti-épistémique. Et quand on dit, ça dépend de notre définition finalement de l'épistémologie, parce que l'épistémologie, ce n'est pas une science exacte. C'est-à-dire, on ne peut pas définir les traits objectivement de ce qu'est une épistémologie. C'est-à-dire, l'épistémologie finalement, c'est lorsque les scientifiques ne sont pas d'accord entre eux. Je ne sais pas si, donc, c'est pas tout à fait scientifique. L'épistémologie, c'est lorsque le travail, enfin, les travaux scientifiques, sont dans cet espace de désaccord sur des réponses scientifiques. L'épistémologie, finalement, c'est très ouvert. Il y a des possibilités. On est déjà dans le pluralisme des pistes, enfin des perspectives de pensée. On ne peut pas on peut pas dire que, par exemple, l'épistémologie, c'est la science de la science. C'est pas tout à fait une discipline scientifique sur je sais pas, la scientificité ou sur les sciences. C'est quand même une phase d'élaboration des idées qui reste critique et qui reste interactionnelle, c'est-à-dire basée sur le dialogue et sur les discussions, sur le pluralisme des idées et des réponses. Et Andy, ce qui caractérise l'épistémologie, c'est pas l'opposition, parce que tu peux avoir une controverse scientifique au niveau du discours scientifique. Ce qui caractérise l'épistémologie, c'est son statut méta. C'est un discours sur les sciences qui relève du champ de la philosophie. Et donc, c'est pas scientifique au sens strict. Je pense au savoir autochtone. Le savoir autochtone peut ne pas être correspondre à la définition de l'épistémologie. Il s'agit de toutes ces pratiques et de toutes ces pratiques et de toutes ces traditions qui sont développées par les peuples autochtones et qui n'ont rien à voir avec le savoir scientifique. C'est un savoir d'une autre nature. Pour aller dans ton sens, Hamdi, je ne sais pas. Il y a un point qui m'a intéressé, mais je ne On l'ai pas. revient à la question de l'oralité du départ, Oui, aux traditions orales. oui. Est-ce que les traditions, bien sûr que non. C'est-à-dire, on peut pas dire que scientifique, je sais pas, scientifique, c'est pas occidental, c'est pas européen, c'est pas la vision de l'européen ou du physicien. Je sais pas. Scientifique, c'est pas synonyme de physique, c'est-à-dire la vision ou la construction physicaliste ou physique du monde. Et donc, il y a bien sûr beaucoup de choses, beaucoup de traditions de savoir qu'on trouve chez les autochtones, les indigènes, etc., qui ne peuvent pas rentrer dans ce cadre-là. Je pense qu'on prend le mot scientifique, comme tu as dit à la fin, dans sa variété, dans son pluralisme, dans son, comment dirais-je, dans le plus large possible, qui embrasse presque tout le monde, toutes les traditions, toutes les formes de savoir. Et je pense que c'est la situation actuelle du discours scientifique. Il est beaucoup plus ouvert et c'est pas le même discours au 19e. Je veux dire, le discours épistémologique du 19e, du 18e, c'est pas le même qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons un discours épistémologique beaucoup plus englobant d'autres traditions, beaucoup plus ouvert sur l'imagination, beaucoup plus ouvert sur la subjectivité, beaucoup plus ouvert sur la poésie et sur la littérature, plus ouvert sur d'autres expériences. Il n'est pas réducteur, je crois, Denis, que le discours scientifique aujourd'hui, épistémologiquement parlant, n'est pas un discours réducteur et restreint, et comme c'était un peu avec le positivisme, par exemple, au 19e, ou avec l'empirisme, qui aujourd'hui représente peut-être une perspective épistémologique, mais qui n'est pas celle qui domine le discours épistémologique aujourd'hui. Par exemple, on parle plus de créativité, de modélisation, de création de modèles, de simulation, de rêve, avec Bachelard, vous connaissez, etc. Et je pense que
Je ne sais pas si vous êtes d'accord, il y a des réactions. Oui. Oui. Alors, ce livre, Oui, je, je, je voulais montrer, c'est ton livre ou ça, on le voit pas bien. Réactive le sang. oui, il contient un schéma très intéressant sur la structure des révolutions scientifiques de Thomas Kuhn, parce que c'est un peu un concurrent de l'histoire d'Épistémée. Et ce qui est très intéressant dans la notion de Thomas Kuhn, comme le montre très, je ne vais pas arriver à le montrer, le schéma de Denis dans ce livre, c'est que nous sommes dans une dynamique. C'est-à-dire que la structure des révolutions scientifiques de Thomas Kuhn, ce qui fait son intérêt, c'est de nous suggérer ou de nous indiquer comment on passe d'un paradigme à un autre. C'est pas l'épistémée chez Kuhn, c'est un paradigme. La science a des paradigmes. Et ce qui est intéressant, c'est que ça a inspiré à d'autres auteurs l'idée qu'il pourrait y avoir non pas une structure des révolutions scientifiques, mais éventuellement une structure des révolutions poétiques. Ça me paraît un programme de recherche intéressant. N'est-ce pas? Comment est-ce qu'on peut passer d'un paradigme poétique à un autre paradigme poétique? Ça me paraît une problématique, ouvrir une problématique historique intéressante sur cette dimension épistémique de la littérature, parce que justement, c'est des choses qui bougent. Et ce qui est intéressant dans Thomas Kuhn, c'est l'antinomie entre structure et révolution. Il parle de révolution, mais il y a l'idée que même les révolutions ont une structure, c'est-à-dire elles obéissent à une sorte de régularité historique, c'est l'alternance de crises et de périodes où on a un paradigme dit normal dans lequel on travaille, et puis après il faut changer de paradigme, etc. Donc ça c'est fait par Kuhn sur la comment dirais-je, le domaine scientifique, mais on a essayé, certains auteurs ont essayé de transposer dans l'idée de révolution poétique, puisque les poètes, les surréalistes, par exemple, sont parfois réclamés d'une démarche révolutionnaire. Voilà. C'est une simple suggestion. Oui, mais c'est intéressant, c'est une piste de pensée. Mais avec peut-être Kuhn, on est dans l'histoire ou la Oui, sociologie des sciences, c'est-à-dire on parle de révolution, de passage, mais parfois non communicable, incommunicable entre les paradigmes. Mais on est dans le même, en plein processus, alors que les surréalistes, je crois, vont un petit peu, comme a dit Edia, il s'agit de rupture, il s'agit de rompre avec ce processus-là et de casser ce processus-là pour aller vers autre chose, pour aller à ce qui est beaucoup plus réel que le réel lui-même. Je ne sais pas. Le surréalisme, c'est à peu près ça. C'est-à-dire, c'est pas la science qui nous donne le réel, c'est pas la physique des quantas qui nous donne le réel. Et même là, on commence à rêver parce que il y a des choses qui sont difficiles un petit peu à traduire dans le langage ordinaire. Mais quand on parle des positions, de la vitesse, des particules, etc., ça ressemble à la poésie. Il y a beaucoup de scientifiques physiciens qui passent vite de la physique des quanta à la poésie, à la rêverie. Mais là, avec les surréalistes, on est vraiment dans un projet qui consiste un petit peu à faire tout et n'importe quoi. C'est-à-dire, il n'y a plus de normes, il n'y a plus de régularité, il n'y a plus de principes. Il s'agit tout simplement de se laisser aller à sa propre expérience individuelle de vie pour créer et en se détachant de toute normativité. Je pense que c'est pas le cas. C'est pas le cas avec la créativité scientifique. C'est toujours, on est dans une même histoire, dans une même sociologie. Et c'est vrai, on parle de révolution, mais la question de transférer la révolution du domaine scientifique au domaine poétique ou littéraire, de la prose, c'est intéressant.
Moi, j'ai lu, par exemple, un travail qui a été écrit en arabe sur l'épistémologie d'un grand poète arabe qui s'appelle Al-Mutanabbi. C'est-à-dire comment il aborde, il essaie un petit peu d'interpréter, de lire la poésie de ce poète, grand poète arabe, épistémologiquement. Finalement, ça revient à dire, vraiment, Al-Mutanabbi, en tant que poète, il a un style, il a une structure, il développe un paradigme, il développe un ordre. Et on peut, c'est un peu, Denis, c'est comme un peu la sémiotique. C'est-à-dire, on peut finalement lire une œuvre d'art, on peut lire une expérience poétique, on peut lire. C'est pas quelque chose qui est tout à fait spontané ou qui est tout à fait, qui échappe à toute compréhension possible, à toute cognition possible. Et là, peut-être le côté cognitif, épistémique rejoint justement le côté stylistique propre à chaque auteur et à chaque poète ou à chaque créateur. Et alors là, tu me suggères une belle idée, Hamdi, parce qu'il était dans mon intention de traiter d'un point qui me semble toujours intéressant, à savoir l'écrivain savant et le savant écrivain. Est-ce que l'écrivain écrit de la même manière que le savant et est-ce que le savant écrit de la même manière que l'écrivain? On a l'exemple, par exemple, enfin, je pense à Pascal, hein, au XVIIe siècle avec les pensées. Lui, le mathématicien qui va aller vers une écriture littéraire, on va dire, oui, pourquoi pas, mais à teneur philosophique. Est-ce que un écrivain qui n'a pas le talent ou qui n'a pas la compétence d'un scientifique écrirait de la même manière que Pascal? Quelle serait la différence? On n'est plus dans la littérature genrée, mais on est plutôt dans un autre ordre de considération. Puis il y a un autre point aussi que tu as évoqué, c'est la question de l'ordre. Est-ce que l'ordre peut, comment dire, être un paramètre important, aussi bien dans l'écriture de la poésie que dans l'écriture de la littérature scientifique? Est-ce que la littérature scientifique, comme le ferait ou le fait déjà la poésie, n'aurait pas comme visée, comme objectif aussi, de déstabiliser un ordre, qu'il soit politique, historique, voire même l'ordre de la vérité en lui-même, et, et aller vers une écriture scientifique qui privilégierait plutôt une certaine tendance à la valorisation de l'incertitude dans une période qui est dominée par l'instabilité. Ce sont des questions comme ça qui Oui, me viennent absolument, c'est des questions très intéressantes. au Je final. pense un des traits intrinsèques du discours scientifique, enfin du travail scientifique, c'est de nous faire douter. C'est-à-dire de laisser toujours une place, de combattre toute forme de dogmatisme et de certitude idéologique, surtout au sens idéologique, etc., et de nous pousser vers douter de ce que nous connaissons déjà. Et ce qui est à la base de la philosophie des sciences de Popper, c'est l'idée de falsifiabilité, c'est-à-dire une théorie scientifique, être telle, elle doit être falsifiable. Si on ne peut pas falsifier une théorie scientifique, c'est que vraiment, on n'est pas dans la pensée scientifique, qui doit être critique, qui doit être voilà, critique par rapport, sans tomber bien sûr dans le relativisme, ou bien dans le scepticisme, bien sûr. Et bien sûr, il y a une façon aussi de défendre l'universalité de la science autrement que par des abstractions ou par le fait de mettre toutes les expériences, y compris orales, les traditions orales des autres peuples qu'on ne connaît pas dans le moule de de cette vision que nous appelons scientifique, mais qui reste un petit peu. Je pense qu'il faut ouvrir le concept de scientifique de façon qu'il soit apte à accueillir, je dis, l'inconnu aussi, ce que nous, on ne connaît pas encore. Et il faut pas absolutiser, enfin prendre en absolu, de façon absolue, ce que nous connaissons aujourd'hui comme étant la vérité absolue. Je pense qu'il y a tout ce débat en science, bien sûr, la vérité en science, est-ce que vraiment, je pense, c'est
sont des questions qui gardent leur aspect philosophique, c'est-à-dire leur aspect toujours, c'est-à-dire leur donne le statut de questions qui se posent toujours. Ils se posent toujours ces questions-là de vérité. Est-ce que la science nous donne la vérité? Est-ce qu'il y a une vérité dans les arts? Est-ce qu'il y a une vérité dans la littérature? Est-ce qu'il y a une notion générale, universelle de vérité vers laquelle acheminent ou pointent toutes les expériences de création littéraire notamment? Ou est-ce que chaque expérience développe son propre ordre, son propre rapport au monde, justement par le biais du langage? C'est-à-dire, il n'y a pas un seul monde, il n'y a pas un seul langage, il y a des mondes. Je reprends les mots de Denis Vernon. Il y a des mondes, il y a des langages. Et la littérature, ça permet chacun, bien sûr, chaque auteur, selon son style, son génie, sa vie, et développe un petit peu une partie, une parcelle de cette vision que nous pouvons appeler la vision littéraire du monde, qui n'est pas en rupture, je pense, avec d'autres visions. Par exemple, Jean-Claude, tu as déjà récemment publié sur Grothendieck, le mathématicien, et on a eu la chance d'organiser un débat autour de ça, c'est-à-dire comment un mathématicien très reconnu, avec vraiment des prix, etc., qui laisse tomber les mathématiques pour aller vers un autre type d'écriture, je peux dire mystique, ou je ne sais pas. Est-ce qu'il y a un lien ou est-ce qu'il a changé d'expérience? Ou bien il y a une continuité entre les deux, son travail mathématique? On sait très bien les mathématiques sont à la base des sciences. On peut pas faire des sciences sans les mathématiques. Il a développé beaucoup de choses dans la géométrie algébrique qui sont d'une, d'une importance majeure. Et en même temps, il se tourne de tout ça pour aller vers une écriture tout à fait littéraire et poétique qui tout à fait un peu importante. Oui, absolument. Et c'est la raison pour laquelle il était intéressant de citer le cas de Pascal. Parce qu'avec Grothendieck, je pense que ça engage une sorte de jurisprudence et par conséquent la recherche de précédents qui nous permettent de ne pas aborder de façon trop maladroite ce cas tout à fait récent et lui aussi assez énigmatique. Je pense que le cas de Pascal est à sonder pour cette raison, parce qu'effectivement, nous avons là, et même du point de vue de l'écrivain, c'est double, parce que l'écrivain des provinciales, qui est tout à fait brillant, est surclassé par l'écrivain des pensées qui ne fait qu'écrire des fragments. On s'aperçoit effectivement que le fragment, très souvent, est encore plus génial que l'écriture supposée parachevée comme dans les provinciales. Donc c'est presque déjà un cas triple chez Pascal sur les questions d'écriture. Et puis même dans sa géométrie, le géomètre, il y a un théorème du triangle mystique chez Pascal. Donc la mystique n'est même pas complètement absente des mathématiques. Donc nous avons là une sorte de précédent qui nous permet d'aborder de façon plus prudente le cas tout à fait nouveau de Grothendieck, qui est l'expression de Chateaubriand sur Pascal, un effrayant génie, s'applique également à Grothendieck. Et donc, c'est vraiment un cas qui demande, je crois, une approche pluridisciplinaire, comme on dit. Oui, absolument. Il y a une réaction, Hedia? Pascal, c'est la distinction esprit de finesse, esprit de géométrie. Je sais pas. C'est-à-dire deux ordres incommunicables.
Entre autres, mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Parce que très curieusement, Pascal est un des rares mathématiciens à être capable de nous répondre sur une question pourtant apparemment très simple, de quoi parlent les mathématiques? Et ce qui est très curieux, c'est qu'il en parle justement dans son opuscule sur l'esprit géométrique, c'est-à-dire un texte qui est supposé épistémologique. Et dans ce texte épistémologique, Pascal fait partie des mathématiciens qui nous disent voilà, je vais vous dire de quoi parlent les mathématiques. Mais ce qui est très curieux, c'est que pour nous dire ça, il passe par un verset biblique. Et il nous dit, ben voilà, vous vous repérez sur ce verset biblique, et puis vous allez savoir, dans le livre de la sagesse, et vous allez savoir de quoi parlent les mathématiciens. Donc nous sommes manifestement dans un cas, puisque le terme dimension a été utilisé, un terme pluridimensionnel. Voilà, le problème que pose déjà Pascal et autour duquel tournent d'excellents historiens des mathématiques, effectivement. Hamdi, Oui, Denis. Il nous reste un petit peu de temps. Oui, encore un quart d'heure. Bon, alors, je voulais revenir sur ce qu'a dit Jean-Claude à propos de Kuhn. Alors, il a cité un de mes schémas, mais c'est un schéma ultra classique. Je ne sais pas si vous le voyez là. Oui, vous le voyez. Oui, on le voit. Nous voyons. C'est la structure des révolutions scientifiques là-dedans. Donc, chez Kuhn, il utilise le terme de paradigme. Bon, mais le paradigme pour Kuhn, il vaut pour les sciences. Et il montre que on passe d'un paradigme à un autre par rupture épistémologique. Bon, alors, on peut utiliser ce schéma, par exemple, comme Jean-Claude le propose, pour la poésie, en montrant qu'il y a des ruptures. Mais ce qui me paraît plus intéressant dans la perspective de Heydia, c'est l'approche en termes d'épistémé, parce qu'à ce moment-là, si on pense non plus en termes de paradigmes qui sont soit scientifiques, soit littéraires, soit poétiques, mais en termes d'épistémé d'une culture à un moment donné, à ce moment-là, on essaye de comprendre les rapports complexes qui lient la littérature aux autres aspects culturels, et en particulier la poésie, mais et les sciences. Et les sciences dites humaines. Et à ce moment-là, on comprend mieux comment la littérature peut jouer un rôle positif ou négatif dans ce jeu épistémique. Donc moi, j'aurais tendance à réfléchir sur la question en termes d'épistémie plutôt qu'en termes de paradigme. Oui. Je te donne mon accord sur ce point. C'est plus ambitieux, donc c'est plus intéressant. Oui, c'est ambitieux, mais ça c'est sûr. Moi, je ne serais pas capable de rien. Oui, parce que ça m'amène à citer le père Bochansky qui disait que pour comprendre Hegel, il a fallu un siècle. Il a fallu attendre le siècle suivant pour en démêler quelque chose. Et dans le développement de la culture, il y a quelque chose d'un peu effrayant et décourageant, c'est que c'est exponentiel. Si on compte le nombre de poètes, de gens intéressants qui intéressent dans les génies, plus l'histoire avance et plus il y en a. Donc plus difficile est à constituer l'épistémé dont tu parlais pour arriver à s'orienter dans cette variété culturelle. Donc le problème le concept est très ambitieux, mais je pense que c'est pas une raison pour l'abandonner, évidemment. Denis, le concept de paradigme, si on y insiste surtout sur la dimension sociale de la science. C'est pas seulement sur l'aspect théorétique du travail, de la production scientifique. Oui, c'est-à-dire que la science, elle est déjà dans un mouvement beaucoup plus global, qui engage la société entière. Oui, mais le paradigme, il relève des sciences. Tu n'as pas de paradigme. Et c'est social, c'est sûr. Et alors, je ne sais pas si tu te souviens, mais il dit il n'y a de bons savants que de savants morts.
Tu te souviens de ça? Bon, pourquoi? Parce qu'il y a toujours une résistance à la rupture paradigmatique. Le vieux savant, Absolument. et alors en plus le vieux savant, il a le pouvoir institutionnel, donc il veut imposer le maintien de son paradigme. Oui. Intéressant. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que Je voudrais du côté profiter de la Roumanie, est-ce qu'il y a, vous voulez intervenir, madame, ou de lutte. est-ce que vous avez des Euh, questions? Merci. Je ne vais pas m'associer à vous dans ce riche débat sur la philosophie. Je suis professeure à l'université, actuellement à la retraite, mais je continue à donner mes cours. Et je voudrais, puisque j'ai pensé que c'est la fin de l'entretien et de la conférence, remercier fondamentalement mon ami Edia, avec qui je collabore depuis très longtemps. Elle a été à Paris donner une conférence invitée par l'OIF. Et depuis, on est restés amis et elle intervient souvent dans nos conférences internationales au niveau académique. Je suis contente de voir des philosophes dont je connaissais le nom et un peu l'œuvre. Monsieur Vernant, j'avais à un moment donné dans mes études antérieures euh, trouvé un livre que j'avais consulté. Ce que je voudrais aussi ajouter, c'est que je suis avec une étudiante et je me propose quand même de vous dire deux mots à propos d'Alexia Isvoranu, qui a participé de la part de l'Alliance française de Ploiești à un concours sur la culture et civilisation francophone organisé par la Fondation Alliance française, donc, qui organise depuis 4 années des filles interalliances. Notre représentante, Alexia, a gagné tour à tour premier prix au niveau de la Roumanie, premier prix, donc lauréate Europe. Et finalement, à la finale qui s'est organisée le 2 octobre à Paris, entre 5 candidats, 5 lauréats des 5 continents, Alexia a été lauréate avec une grande distance par rapport au second candidat et lauréat des alliances. Donc, un candidat par continent et Ploiești avec Alexia avait gagné le prix international. Et Alexia est passionnée de littérature française. Elle écrit d'une manière tout à fait spéciale que j'admire et que j'encourage. Donc, elle utilise le français qu'on a tous élogié dans nos études et qui était donc la splendeur de la rationalité et de la beauté, de l'esprit et de la forme. Et donc, je l'ai invité à assister à cette conférence pour lui ouvrir des voies de recherche. Elle aime la littérature, mais je vais lui montrer un peu, non seulement la littérature, mais aussi la philosophie et l'analyse du discours. Parce que faire seulement de la littérature et raconter des choses sans avoir à côté le domaine philosophique et le côté linguistique, pragmatique, analyse du discours, ça va lui rétrécir un tout petit peu le champ de recherche. Donc, moi, je suis très contente d'avoir Alexia comme un espoir d'avenir pour la recherche en Roumanie et en Europe et pourquoi pas dans le monde. Je vous remercie beaucoup d'avoir accepté notre participation et nous attendons avec grand enthousiasme et intérêt les volumes que vous allez poster donc, sur YouTube et éventuellement si on peut avoir accès à vos conférences antérieures dans la mesure du possible. Alors, D'accord. D'accord, merci je beaucoup, suis madame. peut-être la Merci et bravo conférence et félicitations. juste pour vous remercier. Voilà. Merci, félicitations à Alexia. Et Merci beaucoup, je vous merci. enverrai les liens, tous les liens pour voir les autres vidéos. Nous avons une chaîne YouTube de ces rencontres et nous avons aussi la revue Al-Mukhatabat. Tous les numéros, nous sommes arrivés jusqu'au 52 numéros maintenant, sont accessibles en accès libre pour tout le monde. Et je tiens à vous dire que nous publions, ça fait 3 ans, les actes d'un colloque qui se passe en octobre, je crois, il y a tous les ans, à l'université de Galatie, pardon, Galatie, et c'est organisé surtout Oui, par oui, un à professeur Galate, oui. Daniel Lucien Galatanou, parce que je confonds entre son nom et la ville, je pense qu'il y a un petit rapprochement, et nous publions les actes de ce colloque-là sur le thème de migration et minorité.
Et bien sûr, c'est une conférence internationale francophone qui s'est passée au Maroc une fois, et je crois deux fois ou plusieurs fois, deux fois, trois fois à Galati. Et la cinquième fois, ça va se passer en Tunisie, c'est-à-dire ça va être pendant 2025. Nous allons, avec le laboratoire de Tunis de l'Université de Tunis, le FILAB, organiser cette cinquième conférence sur le thème de migration et minorités, avec la collaboration de cette université et la collaboration de Daniel Lucien Galatano. Et puis voilà, je vous enverrai tout ça, et pourquoi pas vous participerez avec nous pour parler, pour contribuer dans ce congrès international à Tunis qui aura lieu en 2025. Et je C'est vous formidable. remercie, c'est moi qui vous remercie pour votre intérêt, pour votre présence avec nous ce matin. Et voilà, n'hésitez pas à prendre contact directement à travers Madame Nadia pour coopérer, D'accord. collaborer ensemble et pour avoir toutes les informations nécessaires sur nos activités de recherche, que ce soit en France ou en Tunisie ou dans le monde, au Maroc, parce que nous sommes un peu, nous travaillons avec cet esprit mondial et de communication interculture et multilinguistique, bien sûr, en utilisant le français, mais aussi l'arabe, l'anglais, le roumain, pourquoi pas aussi. Ce Oui, sont des tout à choses, fait. bien sûr, des aspects de notre vie, de notre culture à valoriser toujours et à faire connaître et à faire la promotion dans toutes les opportunités que nous pouvons avoir. Bon. Donc, Merci beaucoup. je peux pas dire clôturé, je suis triste de donner un petit coup d'arrêt provisoire à ces rencontres-là ce matin. Et je vous annonce la prochaine conférence aura lieu le 14 janvier. On aura un chercheur britannique, japonais et japonais à la fois, qui a longtemps enseigné en Angleterre, mais qui a aujourd'hui à l'université de Oklahoma aux États-Unis, qui s'appelle Yugin Nakazawa. C'est un japonais et britannique qui travaille sur des questions de philosophie de la religion. Donc, je vous donne rendez-vous le 14 janvier à 19 heures heure de Paris, avec Yugi Nakazawa de l'Université d'Oklahoma qui va nous parler en anglais de The Problem of Evil and the Problem of Consciousness, le problème du mal et le problème de la conscience. Ce sont deux problèmes, deux énigmes, je pense, de la pensée moderne qu'on va essayer un peu de scruter, d'explorer avec ce grand chercheur et très, très, très modeste qui dirige une grande revue de philosophie de la religion et qui est à cheval entre la culture britannique, anglo-saxonne et japonaise. Et je pense que notre rencontre avec lui va beaucoup nous apprendre sur ces deux grands problèmes de l'humanité. Pourquoi il y a du mal? Pourquoi y a-t-il du mal? Et comment on peut comprendre notre conscience? Je pense que ce sont deux problèmes majeurs qu'on va peut-être probablement réussir à éclaircir avec Yugin Nakazawa le 14 janvier. Je vous dis à très bientôt donc, et je vous remercie vraiment pour l'intérêt que vous avez donné par votre présence ce matin à cet espace de rencontre. Et voilà, donc j'espère qu'on aura la possibilité de nous rencontrer une autre fois autour d'une autre conférence et pour développer une belle discussion, une belle conversation comme celle qu'on a vécue ensemble ce matin. Je remercie Au tout le revoir. monde. Au revoir tout le monde. Jean-Claude, Denis, Khalifa Missaoui, tous les participants, Hayet, Nihet, tous les participants avec nous, sans oublier bien sûr nos amis roumaines. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Ciao. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir, Monsieur Dumontel. Merci, Steluta. Et à très Merci. bientôt, j'espère. Merci beaucoup. Merci.